Merci, bonjour. Alors, pour ma part, je vais parler d'une pratique qui est déjà bien ancrée dans une culture, je dirais, de la responsabilité sociale de l'entreprise. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas devant moi, du coup, c'est pas très pratique. Et qui est le commerce équitable. Même si aujourd'hui, il y a des critiques qui émergent justement sur la qualité responsable ou non de l'aspect de la pratique du commerce équitable. Alors, l'exercice ici, c'est plutôt de voir si le commerce équitable est effectivement une pratique socialement responsable en la mettant en relation avec les principes du développement durable. Donc, le commerce équitable, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, puisque maintenant, plus de 80% des Français ont déjà entendu parler de commerce équitable. Mais peut-être que vous n'avez pas connaissance, enfin sauf pour les experts, de la variété des pratiques qui existent sur le terrain. C'est-à-dire qu'à la fois il y a des pratiques de petites ONG qui existent depuis les années 60 et qui ont organisé le commerce équitable, et puis d'autres pratiques plus récentes qui sont le fait de labellisateurs comme Max Havelaar, que l'on connaît bien. Enfin, en général, c'est celui qu'on connaît le mieux, qui donc est un labellisateur de filières équitables. Donc rapidement, je dirais qu'il y a deux grands acteurs dans le commerce équitable en France aujourd'hui. Artisans du Monde, qui est une fédération qui regroupe un certain nombre d'associations qui s'appellent Artisans du Monde et qui sont des boutiques, qui a organisé la filière équitable avec une centrale d'achat Solidarmont, qu'on appelle la filière spécialisée. Et puis d'un autre côté, la filière labellisatrice, qui elle est supervisée par Max Havelaar, qui est en fait un label, est plutôt une marque privée qu'un réel label, qui va être apposé sur des filières qui ont été certifié comme étant équitable par ce labellisateur. Après, au-delà de ça, il y a donc toute une démarche internationale et énormément de réseaux du commerce équitable qui existent à niveau international. Et ces réseaux se sont organisés à la fin des années 90, parce qu'il existe du commerce équitable un peu partout dans le monde. Donc, se sont organisés pour donner une définition du commerce équitable. Donc ce sont 4 organisations principalement au niveau international qu'on a regroupées sous un nom qui s'appelle FINE. Donc les organisations à la fois de labellisation internationale et européenne et des boutiques et de producteurs aussi. Donc cette définition, elle a permis d'asseoir le concept de commerce équitable, d'asseoir donc les principes du commerce équitable, ce qu'on peut dire les idéaux. On a essayé de les traduire dans une phrase. Et cette définition, je vais peut-être vous la donner rapidement, puis on verra ensuite dans quelle mesure on peut parler ou non de développement durable et dans la pratique des acteurs, est-ce qu'il s'agit ou non d'une action qui est en phase avec ces principes du développement durable. Alors la définition, c'est le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète. Les organisations de commerce équitable s'engagent activement, avec le soutien des consommateurs, à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener des campagnes en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. Donc on voit bien qu'il y a un souci de transformation des pratiques commerciales existantes. Donc par rapport à ce que disait Jean-Pascal Gon sur l'apprentissage en double boucle, je dirais que les acteurs du commerce équitable ont déjà finalement engrangé certaines valeurs, ils ont ces idéaux-là et ces principes. Simplement ensuite, ce qu'ils souhaitent, c'est que ces valeurs-là se diffusent dans la société, dans les pratiques des acteurs qui constituent toutes les filières commerciales au niveau international. Donc la démarche est un peu différente. C'est pas changer des pratiques internes, mais c'est plutôt des acteurs qui ont déjà des pratiques internes qui s'apparentent à la responsabilité sociale, puisqu'ils ont une volonté de créer de la valeur sociale dès le départ, mais ce qu'ils veulent, c'est agir sur d'autres acteurs externes à eux, finalement, dans la filière. Alors, si on fait le lien avec... c'est comme ça, voilà. Avec les principes du développement durable, puisque vous le voyez, le commerce équitable s'est affiché très clairement dans la sphère du développement durable. Je crois que ce choix qui a été fait par les acteurs du commerce équitable a été quand même à un moment donné de donner une visibilité à ce qu'est le commerce équitable. Parce qu'auparavant, on l'appelait aussi commerce caritatif ou commerce alternatif. Donc, il y avait un souci de donner une dimension économique au commerce équitable pour qu'il soit mieux connu de la part des acteurs et puis qu'ils puissent être intégrés dans des pratiques concrètes des entreprises. Et donc le développement durable a donné une grande visibilité suite au rapport Brundtland, a permis de rendre cette pratique beaucoup plus légitime dans la sphère économique. À partir de là, dans quelle mesure on peut dire que ça s'apparente ou non à du développement durable? Alors,
on va regarder les différents éléments hein, du commerce équitable, du développement durable. Donc c'est l'aspect social, l'aspect environnemental et l'aspect économique, donc développement économique. Si on étudie le commerce équitable dans sa définition, dans ses principes, il s'avère que le commerce équitable est assorti de 6 principes essentiels, suite à la définition qui a été donnée par Fine. Il y a 6 principes qui ont été énoncés et qui permettent de voir s'il y a une cohérence ou non par rapport à la notion de développement durable. Un des principes essentiels, c'est d'améliorer les conditions de vie et de bien-être des producteurs en améliorant leur accès au marché. Donc là, on se situe bien dans le champ de l'économique, d'un souci de développement économique des acteurs qui participent au commerce équitable. Rappelons que la cible essentielle du commerce équitable, ce sont les petits producteurs défavorisés. Là aussi, rappelons qu'aujourd'hui, c'est quand même la majorité des activités économiques dans les pays du Sud, c'est encore et toujours l'agriculture. Et rappelons aussi que s'il y a des problèmes aujourd'hui en termes de faim dans le monde et dans ces pays-là, c'est bien parce qu'il y a des soucis sur le prix des matières agricoles, enfin des marchandises qui sont issues de ces filières-là, et que donc le souci, je dirais, de développement économique est quand même central dans le commerce équitable. Deuxième aspect, parce que je ne veux pas non plus être trop longue, et c'est développé dans le papier, la problématique du social. Dans le commerce équitable, on s'intéresse donc aux populations les plus défavorisées qui n'ont pas accès au marché, et notamment, par exemple, les populations marginalisées dans certains pays, comme peuvent l'être les handicapés, ou bien parfois les femmes, selon les sociétés traditionnelles concernées. Et il s'avère effectivement, donc, dans les principes qui sont énoncés, de s'adresser en particulier à ces populations-là pour les organiser sous forme d'organisation, que ce soit des coopératives ou peu importe le statut juridique, le principe étant qu'il y ait effectivement un souci de valorisation sociale de certaines populations cibles, avec aussi la réflexion qui est finalement très au niveau du terrain, hein, on fait très attention aux conditions dans lesquelles on fait émerger ces activités de production. Si par exemple on sait que ce sont des productions habituellement familiales et que des enfants participent au travail dans ces organisations, on va s'interroger sur la manière d'accompagner l'évolution des enfants vers l'instruction, l'éducation, mais tout en permettant de maintenir le revenu issu du travail des enfants. Donc, ne pas casser les structures sociales, c'est aussi quelque chose qui est très très important et prégnant dans le commerce équitable. Autre aspect, donc sur l'aspect environnemental, dans les pratiques, enfin dans les engagements qui sont pris dans le commerce équitable, c'est aussi un des engagements, c'est de respecter l'environnement naturel, donc dans lequel des producteurs. Et là aussi, il y a une réelle réflexion sur le terrain pour faire en sorte que lorsque la production est engagée, à ce moment-là, il n'y ait pas de répercussions négatives sur l'environnement. Je donne un exemple. Dans le cadre, par exemple, de la production du café, on a réintroduit des méthodes qui ne soient pas des méthodes intensives de production du café pour faire en sorte de ne pas encourager l'érosion des sols et l'appauvrissement des sols, et puis faire en sorte aussi qu'il y ait toujours une culture maraîchère locale pour la production locale et la consommation locale. Voilà, donc je dirais que sur les principes, finalement, dans les engagements actuels des acteurs, on se rend bien compte qu'il y a un souci de respecter ces critères de développement durable. Alors après, il y a quand même des critiques parce qu'aujourd'hui, le commerce équitable recouvre, je vous l'ai dit, une diversité de pratiques et d'acteurs. On voit émerger en fait énormément de nouveaux acteurs qui s'intéressent au commerce équitable. Alors au départ, si on retrace rapidement l'historique, c'était des acteurs qui étaient plutôt qui venaient du monde des ONG, des associations qui s'organisaient, qui faisaient un travail, je dirais, très spécifique, enfin sur le terrain, donc assez, je dirais, de la microéconomie locale avec du microcrédit, etc. Et puis petit à petit, on a vu que ce marché c'était devenu un segment de marché, ça pouvait intéresser d'autres acteurs, et c'est là que pour lui donner de la visibilité, donc un acteur, Max Havelaar, a eu le souci, c'est aussi une ONG, le souci de créer des alliances avec d'autres partenaires, comme la grande distribution, pour permettre la diffusion du commerce équitable, parce que c'était un frein à son développement. Et là, donc, a été introduite la grande distribution comme acteur principal du commerce équitable. Donc, à partir de là, des critiques ont émergé, soulignant que finalement, le commerce équitable, est-ce que le fait de labelliser, en fait, au niveau, le commerce équitable, ça n'allait pas introduire finalement un changement. Comme je vois pas, je vais y arriver. Voilà, le label en grande distribution, est-ce que ça ne remettait pas en question la question de l'équité sociale, dans la mesure où si on parle de produit équitable, s'agit-il d'un produit issu d'un producteur,
donc qui produit dans des conditions équitables, ou s'agit-il d'un produit issu d'une filière dite équitable? Si on introduit la grande distribution, des critiques très virulentes comme l'ouvrage de Jacquiot ont par exemple souligné qu'effectivement on ne pouvait pas dire qu'en termes d'équité sociale, il y avait une équité sociale sur l'ensemble de la filière. Donc c'est une des premières grandes critiques qui a été avancée sur le commerce équitable actuellement. La deuxième critique sur l'aspect écologique, puisqu'on est dans un commerce international, puisque c'est un commerce qui fait appel à des transporteurs et une organisation donc, du transport marchand qui n'est pas forcément très en phase avec un respect environnemental, est-ce que sur cet aspect-là, on peut dire que le commerce équitable est en faveur du développement durable? Et enfin, troisième critique essentielle, aujourd'hui le commerce équitable, ça n'est qu'une toute petite partie des échanges marchands. Dans quelle mesure peut-on parler de développement économique durable dû au commerce équitable? Quels sont les effets en termes même de développement économique local? On parle aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aussi des pratiques un peu opportunistes, certains qui vont soutenir des producteurs sur une partie de leur production, puis leur faire acheter à moindre prix l'autre partie de leur production. Et donc globalement, les prix sont finalement toujours aussi faibles et ne favorisent pas un développement économique local. Il n'y a pas d'effet d'entraînement en fait au niveau régional, c'est ce qu'on peut observer. Malgré tout, je conclurai sur une note qui est quand même optimiste par rapport à ce que le commerce équitable a pu apporter. C'est quand même un renouvellement, je dirais, de la réflexion sur le commerce mondial. C'est des actions de lobbying qui ont fait quand même parfois modifier des pratiques, par exemple, sur des accords internationaux. Et enfin, dernière chose, c'est qu'effectivement, il ne peut y avoir de commerce équitable s'il y a une réflexion sur l'équité sociale. On voit bien que c'est nécessaire et essentiel pour que ce commerce équitable ait toute sa place, je dirais, en termes de pratiques de responsabilité sociale des entreprises. Et donc, ça ne reste pas simplement au niveau des discours, parce que c'est aujourd'hui, on est encore quand même, de la part des entreprises par rapport au commerce équitable, sur une niche de marché. C'est-à-dire que Nestlé va avoir du café équitable, mais sur tout le reste de ses produits, il n'y aura pas vraiment de réflexion sur la problématique, en tout cas, de commerce avec les petits producteurs et avec donc les achats, l'organisation des achats qu'on peut avoir vis-à-vis de ces producteurs. Merci.